Tous et bienvenue dans cette vidéo du cours sur les ondes où on est toujours à l'étape d'introduction où on cherche à comprendre les équations qui traduisent la propagation d'une onde. Et donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'équation de propagation des courants et des tensions dans un câble coaxial. Alors ça peut paraître étonnant de parler de ça puisque d'habitude en TP, quand on travaille avec un câble coaxial, on ne se pose pas la question de la propagation de tension en son sein, mais on va voir en fait ici que si on travaille des câbles coaxiales très longs, eh bien, il est parfois impossible de négliger la propagation de la tension au sein du câble, et donc il va falloir disposer d'un modèle du câble coaxial qui va permettre de mettre en équation cette propagation. Et c'est ce qu'on se propose de faire dans cette vidéo avec une première partie d'introduction et d'explication du phénomène, et ensuite, eh bien, vraiment la mise en place du modèle et des calculs qui vont mener en fait à l'apparition d'une équation de D'Alembert pour la tension et le courant au sein d'un câble coaxial. Et par la suite, on apprendra à résoudre cette équation de D'Alembert, à voir quelles sont les familles de solutions, mais dans un premier temps, mettons en équation la situation. Donc, qu'y a-t-il dans un câble coaxial? Eh bien, en fait, dans un câble coaxial, il y a deux fils. Un premier fil central, qu'on va appeler lame coaxiale. Donc, qu'y a-t-il dans un câble coaxial? Eh bien, en fait, dans un câble coaxial, il y a deux fils. Un premier fil central, qu'on va appeler lame, que je dessine ici, et un autre fil qui est en fait à la forme d'un cylindre creux et qui est périphérique, que je vais dessiner ici en bleu, et qui est autour du premier et qui est creux, et qu'on appelle la gaine. Entre ces deux fils, en fait, on a un isolant, que je colorie ici, qui va assurer la séparation et l'isolation électrique de lame et de la gaine, qui constituent donc les deux fils. Ce qui fait que on va pouvoir, dans le câble coaxial, eh bien, imposer une tension entre ces deux fils U, qu'on espère qui se retrouve plus loin. Ce qu'on espère, c'est ce qu'on observe par exemple en TP quand on connecte un GBF de ce côté-ci et un oscilloscope de ce côté-ci du câble coaxial. On peut mesurer une tension de part et d'autre du câble coaxial. Et de la même manière, il y a du courant qui peut circuler dans le câble coaxial ici, I, et revenir par ici sur le conducteur extérieur. Donc ça, c'est un fonctionnement classique du câble coaxial, mais on remarque quand même que ce câble coaxial est potentiellement très long, peut avoir une longueur de plusieurs mètres, et dans ce cas-là, eh bien, la longueur du circuit créé par le câble coaxial peut être très grande, ou supérieure, à la longueur d'onde de l'onde associée aux tensions et aux courants qui circulent dans le câble coaxial, et donc on n'est plus dans la RQS. On ne pourra plus se situer dans la RQS, on ne pourra plus appliquer les lois des nœuds et les lois des mailles qu'on utilise d'habitude dans l'électrocinétique et dire que la tension U qu'on a en sortie du câble coaxial est égale à la tension U qu'on a en entrée du câble coaxial n'est plus vrai si on n'est plus dans les RQS, puisque la RQS, rappelez-vous, ça consistait à négliger les phénomènes de propagation. Et bien là, il va falloir prendre en compte la propagation de la tension depuis par exemple le début du câble coaxial jusqu'à la fin du câble coaxial, de telle sorte que la tension en sortie du câble coaxial U' ne sera pas égale à la tension en entrée U. Alors comment allons-nous faire pour modéliser cela? Eh bien pour faire cela, il va falloir pouvoir se replacer dans la RQS, puisque c'est là que nous pouvons appliquer les lois des nœuds et les lois des mailles, et nous allons donc devoir nous intéresser à un circuit beaucoup plus petit. On va plus pouvoir s'intéresser au câble coaxial dans son intégralité, mais on va le découper, on va prendre une toute petite portion du câble coaxial, par exemple celle-ci, qui va être par exemple entre X et X plus dx, en imaginant que le câble coaxial est enroulé dans ce sens-là, et on va s'intéresser uniquement à cette portion, c'est-à-dire une toute petite portion du câble coaxial ici que je peux remettre entre X et X plus dx, et on va supposer qu'elle se modélise comme un circuit, comme ça, avec deux fils. Entre ces deux fils, vous voyez, c'est ce fil. Ce fil-là, ça va être celui-là, et le fil ici, ça va être celui-là. Entre ces deux fils, vous avez un isolant, et deux finalement conducteurs métalliques séparés par un isolant, ça va pouvoir se modéliser par une capacité. De la même manière, s'il y a un courant ici, il va y avoir un champ magnétique stocké dans cette zone, ici, puisque autour du courant qui circule, et qui dit champ magnétique, dit stockage d'énergie magnétique, et ça, nous allons le représenter par une inductance propre, L, que je dessine. Et donc ça, tout ça pour dire que la portion de câble coaxial comprise entre X et X plus dx peut se modéliser dans un premier modèle simple par une inductance. Alors c'est une toute petite inductance que je vais noter delta L,
Pourquoi est-elle toute petite? Eh bien, parce que le système que nous considérons a une épaisseur, une largeur, pardon, une longueur, dx, elle-même extrêmement faible. Donc l'inductance associée est extrêmement faible, et en fait elle est même proportionnelle à dx, et on peut nommer l'inductance linéique lambda, majuscule, l'inductance linéique telle que la petite inductance delta L, c'est lambda fois dx. De la même manière, la capacité que nous avons ici est très petite, delta C, et elle est proportionnelle elle-même à dx, et on va appeler ici gamma la capacité linéique, c'est-à-dire la capacité par mètre, qui est le coefficient de proportionnalité entre la longueur de cap considérée et la capacité associée. Et une fois qu'on a ce modèle, eh bien on va pouvoir trouver l'équation que vérifie la tension, l'équation de propagation que vérifie la tension U, qu'on va ici représenter en entrée, en x, et qu'on peut aussi ici représenter en sortie, U en x plus dx, en fonction du temps. Eh bien nous allons déterminer quelle est l'expression de l'équation vérifiée par U, et également l'équation vérifiée par le courant I en entrée, qu'on retrouve ici en sortie, à l'abscisse x plus dx. Quelles sont les équations de propagation de la tension et du courant? C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour cela, nous allons traiter un exercice qui reprend ce modèle simple et dans lequel on va faire quelques petits calculs. Alors, considérons la propagation d'une onde dans un cap coaxial. On vous remet le schéma de la portion de cap de longueur dx. Alors, au passage, dx maintenant est très petit devant la longueur d'onde de l'onde considérée, de l'onde électromagnétique associée à l'onde de courant et de tension, ce qui fait que on peut travailler dans l'RQS et dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires, et donc on va pouvoir utiliser les lois d'émail et les lois des nœuds. Allons-y. Donc, cette méthode, cette démonstration se fait en 3 étapes. D'abord, nous allons essayer de trouver une relation entre la dérivée partielle de U par rapport à X et la dérivée partielle de I par rapport au temps. Alors pour cela, le plus simple, comme nous sommes dans l'RQS, c'est de faire une maille. Et pour faire cette maille, on va introduire la tension ici UL. La loi des mailles s'écrit que U de xt moins UL moins U de x plus dx en fonction du temps est égal à 0. Et or, UL, c'est la tension aux bornes d'une inductance, donc c'est la valeur de l'inductance, donc ici dL ou delta L, si on peut vraiment insister sur le fait que c'est une petite inductance, fois DI sur DT, et comme I, donc I c'est ce courant-ci, puisque c'est le courant qui circule dans l'inductance, I est une fonction du temps et de l'espace, et bien comme on va dériver partiellement I par rapport au temps, et donc on va tout de suite remplacer dL par son expression lambda dx d rond I sur d rond T. Ce qui permet d'écrire, d'où, si on reprend l'équation de la loi d'émail, U de x plus dx t moins U de xt égale moins gamma dx d rond I sur d rond T. Et ça, par application du développement de Taylor, c'est d rond U sur d rond x fois dx égale moins gamma dx d rond I sur d rond T. On voit que les dx de part et d'autre vont se simplifier, qui mène à d rond U sur d rond x égale moins gamma d rond I sur d rond T. Et donc on obtient ici une relation entre une dérivée partielle de U par rapport à une variable spatiale, et ici une dérivée partielle de I par rapport à une variable temporelle. En fait, on a donc un lien entre la grandeur U et la grandeur I. On a ce qu'on appelle une équation de couplage que j'appelle l'équation de couplage 1 entre la tension et le courant dans le cas. On va en chercher une deuxième. Alors nous avons appliqué la loi d'émail. Maintenant, nous allons essayer de relier les courants en X et les courants en X plus dx. Et vous voyez que pour relier les courants en X et X plus dx, il peut être intéressant d'appliquer une loi d'émail en ce point A. Alors, je vais le dessiner pour rendre un peu plus visible. Voilà, on va appeler A ce point et on va appeler IC le courant qui rentre dans le condensateur soumis à la tension U de X plus dx. Alors, la loi des nœuds va s'écrire dans ce cas que I de xt, le courant rentrant dans le nœud, est égal à la somme des courants sortants I de C plus I de X plus dx T. Or, I de C, c'est le courant en convention récepteur qui rentre dans le condensateur, donc c'est la capacité fois la dérivée de la tension aux bornes du condensateur au cours du temps. Donc la tension aux bornes du condensateur, c'est la grandeur U, donc je mets d rond U sur d rond T.
Et donc, c'est gamma dx d rond u sur d rond t. Ainsi, en reprenant l'expression de la loi des nœuds, on a I de x plus dx t moins I de xt égale gamma dx d rond u sur d rond t. Et de même, avec le développement de Taylor ici, on a d rond i sur d rond, d rond i sur d rond x dx égale gamma dx d rond u sur d rond t. J'ai oublié un moins au passage, hop, ici, ce qui donne la deuxième équation de couplage, d rond i sur d rond x égale moins gamma d rond u sur d rond t. Encore ici avec un développement de Taylor. Et donc ça va être l'équation de couplage numéro 2. Alors le problème, c'est que nous ne voulons pas une relation qui lie I à U. Nous voulons l'équation vérifiée par I ou l'équation vérifiée par U dans le câble coaxial. Et donc il va falloir découpler ces deux équations pour ne faire apparaître que I ou que U. Alors pour faire cela, la technique, eh bien, ça va être de dériver ces équations par rapport à X ou par rapport à T. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors imaginons que l'on dérive l'équation 1 par rapport à X. Alors, regardons là. Ça va donc faire la dérivée seconde de U par rapport à X est égale à moins gamma fois la dérivée par rapport à X de la dérivée de I par rapport au temps. Alors si on s'arrête là, on est bloqué, mais le théorème de Schwartz nous dit que nous avons le droit d'intervertir la dérivée spatiale de I et la dérivée temporelle de I dans cette expression. Ce qui fait que je peux écrire que c'est égal à moins gamma d rond sur d rond t de d rond I sur d rond x. Et l'intérêt de faire ça, c'est que d rond I sur d rond x, nous avons son expression dans l'équation de couplage numéro 2. Et donc là, si maintenant j'utilise l'équation 2, ça fait moins gamma d rond sur d rond t de moins lambda d rond sur d rond t de moins gamma d rond u sur d rond t. Et ça fait lambda gamma dérivée seconde de u par rapport au temps au carré. Autrement dit, la dérivée seconde de u par rapport à x est égale à gamma lambda d de u sur dt2. Et là, on reconnaît une équation de d'Alembert de la forme, ici ce terme-là, c'est la forme 1 sur c carré d de u sur dt2. Donc voilà, là je reconnais cette équation de d'Alembert là, avec la célérité de l'onde de tension dans le câble coaxial qui va être égale à 1 sur racine de lambda gamma. Donc voici pour l'équation de d'Alembert, enfin l'équation vérifiée par U, et nous voyons que c'est une équation de d'Alembert. Faisons la même chose pour le courant. Alors pour le courant, nous allons maintenant dériver cette fois-ci l'équation 2 par rapport à x. Si nous dérivons l'équation 2 par rapport à x, ça donne la dérivée seconde de i par rapport à x est égale, alors revenons sur l'équation, moins gamma d rond dérivée par rapport à x de dérivée de u par rapport au temps. Toujours avec le théorème de Schwartz, nous pouvons intervertir ces deux dérivées partielles. Pour faire apparaître moins gamma, il faut la dérivée par rapport au temps, il faut la dérivée partielle de u par rapport à x. Et ça, en utilisant l'équation 1, ça fait moins gamma d rond sur d rond t, et d rond u sur d rond x, c'était égal, donc on reprend l'équation de couplage numéro 1, c'était égal à moins lambda d rond i sur d rond t. Autrement dit, à la fin, il reste lambda gamma, dérivée seconde de i par rapport au temps. On retrouve encore l'équation d'Alembert, d de i, cette fois-ci vérifiée par i, égale 1 sur c carré, d de i sur dt2. Le courant vérifie la même équation de d'Alembert que la tension. Et donc maintenant, la suite de ce cours, ça va être d'apprendre à résoudre ces équations d'Alembert et de voir quelles sont caractéristiques d'une propagation de l'onde de tension et de courant à la célérité c. Et donc, dans la suite, on va voir quelles sont les solutions de cette équation d'Alembert, les différentes familles de solutions, soit des ondes progressives, soit des ondes stationnaires, et on va apprendre à manipuler ces grandeurs.